Bonjour, je m'appelle Ilia, je suis ancien handballeur professionnel. Aujourd'hui, je suis gérant de l'entreprise Estmat à Besançon. Je suis là pour vous parler de ma reconversion et de l'importance de la reconversion des sportifs du haut niveau. Et je suis dans Storytelling. Bonjour et bienvenue dans Storytelling Success. Le sport de haut niveau, il est difficile d'y entrer, il est difficile d'y rester, et il est surtout difficile d'en sortir. Aujourd'hui, notre invité, c'est Ilia. Après une carrière de sportif professionnel de haut niveau dans le handball, il a connu les difficultés de la reconversion. Il a créé son entreprise de matériaux qui s'appelle Estmat. Il est avec nous pour nous parler de son histoire, de ses échecs et de ses réussites. Alors, Estmat, c'est ici et maintenant. C'est parti, on envoie la vidéo. Bienvenue chez Estmat, votre négoce en matériaux de finition pour les particuliers et les professionnels. Découvrez toutes nos gammes de peintures intérieures et extérieures, adaptées à tous les supports, avec la possibilité de les teinter directement en magasin grâce à nos machines. Retrouvez tout le nécessaire pour une isolation extérieure performante et pérenne. Retrouvez aussi une gamme complète d'accessoires pratiques pour des finitions soignées et un chantier maîtrisé. Pour la menuiserie intérieure, Estmat propose des portes fins de chantier alliant design et confort, pleines, coulissantes ou encore palières. Donnez vie à vos projets avec une offre d'aménagement sur mesure. Que ce soit pour une cuisine équipée, un dressing fonctionnel, une salle de bain moderne ou une salle à manger conviviale, nous créons avec vous des espaces uniques, pensés selon vos goûts et vos besoins. Retrouvez un large choix de carrelage au format varié, en carreaux rectifiés idéal pour donner du caractère à vos sols, murs et extérieurs. Sans oublier notre sélection de parquets déclinés en différents coloris, épaisseurs et classes de résistance. Pour plus d'informations, rendez-vous en point de vente sur notre site ou nos réseaux sociaux. Comme vous le savez déjà, vous pouvez nous retrouver chaque mercredi pour un nouvel épisode, un nouvel invité. Vous pouvez le faire en audio sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Et vous pouvez le faire également en vidéo sur YouTube, sur notre chaîne. Alors, n'hésitez pas à vous abonner puisque vos abonnements nous permettront de vous reproposer une nouvelle histoire, de nouvelles histoires plus incroyables, de découvrir de nouveaux entrepreneurs, de nouvelles entreprises. N'hésitez pas également à poser vos questions en commentaire à nos invités. Il sera un plaisir, en tout cas, d'y répondre. Storytelling Success avec Ilia. Et ben c'est parti. Eh ben bienvenue Ilia. Je suis ravi de t'avoir sur ce podcast. En tout cas, on a beaucoup échangé, on se connaît un petit peu. Donc sur le podcast, ce qu'on va faire avec toi, c'est qu'on va tout simplement balayer ta carrière de handballeur, sportif de haut niveau, comme tu l'as annoncé. Et puis, on va parler de ta reconversion, puisque c'est quelque chose, je pense, qui est important en tant que sportif, mais c'est bien que tu puisses en parler pour ceux qui vont avoir finalement cet aspect-là aussi à gérer, même si c'est pas tout de suite, un peu plus tard. Et puis, on va parler de Estmat. Pourquoi ce domaine? Pourquoi tu es parti dans ce domaine? Pourquoi tu es devenu chef d'entreprise? Et je crois que c'est important. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, bonjour, merci Pascal pour ton invitation et puis pour cette belle présentation au début. Oui, c'est ma vie d'aujourd'hui. Moi, je suis quelqu'un qui est un amoureux de sport, même aujourd'hui. Mais commencer le sport, on peut pas le faire toute notre vie. Il y a une vie après le sport, après la carrière. Donc voilà, il faut toujours se préparer pour la vie d'après. Alors, tu sais, ici, j'ai tendance à dire qu'on est dans une vraie thérapie. Tu vois, tu es sur un canapé. Oh, je suis pas mal. Moi, je suis le psy. Et donc, tu es dans une thérapie. Donc, on va démarrer, en fait, ton histoire et on va démarrer... Il faut que je m'allonge. Non, parce qu'en fait, le réalisateur, il sera pas content. Du coup, il sera pas cadré. Donc, en fait, on va démarrer par ta jeunesse. On va démarrer par le début, où c'est que tu as grandi, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça, et puis on va continuer jusqu'au sport et jusqu'à Ilia d'aujourd'hui. Ça te va? Ça me va très bien, oui. Bon alors, justement, où as-tu grandi? Je suis né et j'ai grandi en Serbie, dans une petite ville de 40 000 habitants qui s'appelle Aranđelovac. C'est 70 km de Belgrade, au centre de Serbie. Et je suis né en 1980. Et puis, les meilleurs, hein. Ouais. Je suis né en 1980. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu me poses la question où j'ai grandi, mon enfance, il est passé de partir d'aller après les 90 jusqu'au 2000, dans une période très très difficile là-bas chez nous. Vous connaissez à peu près tous la guerre, tout ce qu'il y en avait, tout ça.
Que tu as vécu? Que j'en avais vécu, bah, certes, enfin, une partie directement, une partie indirectement, mais au-delà de la guerre, c'était vraiment, vraiment la période très, très difficile à vivre. Et ce qu'on dit, enfin, en fait, avec du recul, maintenant, je comprends la phrase quand on dit ce qui nous tue pas, ça nous rend plus fort. Je pense que c'est vraiment ça dans ce cas-là, parce que là, aujourd'hui, des fois que je commence à raconter à mes amis d'ici en France comment nous, on vivait dans cette période-là. Alors, on En peut avoir un petit peu un petit il bout peut d'histoire? pas croire. Bah oui, c'est vraiment. Par exemple, là, moi, je suis aujourd'hui dans le business, et puis on avait, il y a 2 ans, je crois, 2 ans, 2023, il y avait une période de grosse inflation. Et là, on dit, ah, l'inflation, elle est grosse, c'est pas possible, c'est pas normal et tout ça. Moi, je commence un peu à rigoler, parce que je me souviens, la période, je crois que c'était en 93, quand mon père, il touche son salaire, il doit la dépenser jusqu'il arrive à la maison. S'il la dépense pas, elle ne vaut plus rien. Et ça, c'est l'inflation. Ah oui. Donc, on ne se rend pas compte, on pense que c'est pas possible. Oui, c'était comme ça. Donc, imagine où tu travailles tout le mois, tu gagnes ton salaire, et il faut le dépenser dans les heures qui viennent. Sinon, déjà, le soir, il ne vaut plus rien. Et il fallait vivre là-dedans, il fallait nourrir la famille, il fallait faire l'école, les études, aller s'entraîner, acheter des chaussures et tout ça. Et puis, moi, je pense que ça, il faut toujours tirer du positif. Mais ça m'a vraiment apporté pour la vie d'après. Et puis, aujourd'hui, la qualité que j'ai, c'est que j'essaie toujours d'où je viens aussi. Donc, moi, je n'ai pas ce problème-là. Je sais comment j'ai vécu quand j'étais jeune, dans quelle situation c'était, comment c'était difficile, mais pas que pour moi. C'était général, vous savez, aujourd'hui. Puis, je souhaite vraiment à personne de vivre. Quand j'entends déjà le mot guerre, moi, ça me rend fou, parce que je pense que ça a apporté jamais aucun bien à personne. Hein. Surtout à ces gens qui ont vécu. Et je sais, même dans cette guerre-là, il y en a des gens qui ont vécu beaucoup pire que moi. Hein. Moi, j'étais pas... Parce qu'il y avait... Nous, on n'a pas, mis à part en 99, 3 mois de bombarding, nous, on n'a pas vécu le vrai guerre. Ça n'a pas tiré vers chez nous. Mais quand même, inconsciemment, comme on était dans le pays, on était quand même touchés par ce que je vous ai dit. Donc c'était vraiment une période compliquée, mais on a quand même, on a tous passé, et puis on est tous devenus aujourd'hui les hommes, les pères de famille, voilà. Donc ça nous a encore renforcés, je pense. Que quand on commence à vivre ça, enfin, je vais donner juste une anecdote. Quand j'ai joué on a préparé la qualification pour le championnat d'Europe Espoir. C'était en 1999, et la Serbie était sous le bombarding de l'OTAN. Il nous a bombardé pendant 3 mois. Pendant l'entraînement, on entend les sirènes, on court au souterrain, on attend les nouveaux sirènes pour qu'on remonte, et allez, de nouveau l'échauffement, et puis on a préparé la qualification pour le championnat d'Europe, une équipe nationale comme ça. Ça, c'est pas agréable à vivre. On était regroupés, j'en avais des copains en équipe nationale, il y en a des joueurs un peu de partout. Et le soir, quand je vois les copains, les coéquipiers qui appellent leur famille, voir comment c'était chez eux, dans leur ville, cette journée-là, est-ce que ça a tombé, les bombes pas loin de chez eux ou pas, est-ce qu'il y avait des blessés, des morts, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment une période qui nous a encore une fois renforcés. Et puis aujourd'hui, quand je parle de ça, les gens ils vont penser que c'est pas possible. Comment tu peux t'entraîner? Bah oui, nous on s'entraînait. On avait joué des matchs, même avec les sirènes, et puis au lieu des numéros sous le dos, on a porté les cibles. Donc, vous savez, tu joues un match, et puis à 20 ou 30 km, il y en a 4 bombes ou grenades qui descendent, enfin qui tombent. Et ça doit être difficile, donc, en fait, de jouer quand même d'une manière sereine. Donc voilà, mais en fait, dans ta tête, t'en avais des choses où t'étais tellement habitué à ça. Je cherche le mot. T'étais tellement habitué que c'était... Là, aujourd'hui,
Même moi, quelqu'un me parle de ça, je dirais, écoute, mais j'ai vécu, donc je dis oui, mais parce que j'ai vécu. Mais si quelqu'un me dit, oh non, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu me racontes? Mais là, aujourd'hui, oui. Donc tout ça, en fait, ça c'est une partie de ma vie, mais même tout a été différent par rapport à aujourd'hui quand on parle de mon enfance. Parce que là, par exemple, j'ai commencé le hand à 9 ans. J'ai commencé le hand, enfin, toi, t'es père. Aujourd'hui, t'as ton gamin qui joue au foot aussi. Moi, je suis venu vers mon père, je dis, papa, je vais aller jouer au handball. Il me dit, ah bon? Ok. C'était tout, hein. En fait, il m'a pas emmené à l'entraînement comme nous on fait aujourd'hui à nos enfants. Il m'a pas fait suivre tous les matchs, chaque entraînement ou des choses comme ça. Ouais, il me demandait, puis des fois il venait après quand j'ai commencé à progresser dans ma carrière, il est venu voir les matchs, mais c'était loin des parents d'aujourd'hui, hein. Moi premier, toi premier. Enfin, on est tous un peu aujourd'hui dans le même sens, on est tous derrière. Là, on est derrière nos enfants. On est tous derrière nos enfants. À mon époque, c'était complètement différent. Donc même là-dessus, on a dû se battre et puis de percer vraiment tout seul. Donc ça, tout ça nous a servi plus tard dans la vie, quoi. D'accord, merci pour cette réponse. Ça devait être effectivement pas évident. Et vraiment, je sais pas si on peut dire qu'on s'habitue à ce que tu as dit tout à l'heure, on s'habitue aux bombes, etc. Est-ce que réellement on s'habitue à ça? Bah à force, oui. Est-ce qu'on s'habitue à quand il y avait Covid? Si quelqu'un nous a parlé qu'on sera enfermé pendant des temps, non, mais c'est pas possible. Oui, mais c'est quand même pas la même. Non, mais j'ai dit. La même gravité. Ce qui nous arrive dans la vie, on est obligé de s'habituer. Sinon, on peut pas. Oui. On peut pas. On s'adapte. On s'adapte. Habitue, on adapte. Voilà. On est obligé. Sinon, on n'a pas de choix. Qu'est-ce que tu veux? Comme là, tu peux pas. Soit tu t'adaptes, soit tu pètes les plombs et puis ça va pas. Donc, il vaut mieux s'adapter que voilà. Puis, comme je dis encore une fois, je répète ce mot souvent, mais à force, on a réussi à s'adapter. Et puis, avec du recul d'aujourd'hui, je pense que quand même, je peux pas dire, enfin, loin de là, c'est bien que j'ai vécu ça, mais au moins, j'ai tiré les leçons et ça m'a formé comme une personne, et puis ça m'a aidé plus tard dans la vie. Parce que moi, quand je disais, je sais d'où je viens, voilà, aujourd'hui, il y a des problématiques dans la vie, il y en a tout ça. Et je dis, ouais, on ne sait pas c'est quoi la vraie problématique. Donc, tout va bien aujourd'hui. Et puis, voilà, comme je disais, il faut que nous, quand on a un problème, ce n'est pas le plus grand problème qu'on a dans la vie. En fait. Oui, donc tu relativises beaucoup. Beaucoup, voilà. C'est juste, il faut juste un peu revenir en arrière et puis tout va bien tout de suite. On revient quand tu étais petit. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit? Est-ce que tu avais une idée de ce que tu voulais faire? Ah bah, comme je disais tout à l'heure, sport. Sport, c'était toujours, depuis tout petit. Je pense que depuis que j'ai commencé à marcher, j'avais un ballon, en fait. Et puis, peut-être c'est cette époque-là qui nous a forcé. À cette époque-là, nous, on n'avait pas des jeux vidéo, des PlayStation, des téléphones portables comme aujourd'hui, des choses. Puis, heureusement, je peux dire, nous, on a joué beaucoup plus dehors avec les copains. On était tout le temps dehors. Et puis, quand tu es dehors, soit tu cours, soit tu joues au ballon. Alors, comment tu découvres le handball, du coup? Parce que tu nous parles de ballon rond, évidemment. Donc, en général, c'est plutôt le foot. C'est plutôt simple. Mais là, pourquoi tu es parti dans le handball, du coup? Comment tu le découvres? Déjà, moi, je pense que moi, je suis comme tous les garçons au monde. J'ai commencé par le foot aussi. Mais moi, j'ai eu cette chance ou malchance que ma ville natale, c'est une ville de handball. Ah. Donc là, pourquoi malchance? Donc le hand, c'était vraiment là-bas. On avait c'est une ville de 30-40 000 habitants, une salle de 3 500 personnes. Elle était toujours. Il y avait plus de monde au hand qu'au foot. Donc c'était vraiment le hand, il a joué plus haut niveau. Et donc, moi-même, comme gamin, je suis allé voir les matchs. Et puis, un jour, tu sais, tu te dis, j'aimerais bien être en bas, sous le terrain. Je veux être là. Que les gens, ils viennent me voir, comme pareil. Donc, comme ça, moi, dans ma tête, après, je me suis dit, et puis j'en avais des copains pareils de mon quartier qui jouaient au handball.
Puis ils m'ont dit, va, tu veux pas venir essayer? Et puis comme ça, je suis parti avec eux. Et puis bien sûr, c'est comme ça, je suis resté. Et est-ce que là, à ce moment-là, tu as su que tu allais en faire ton métier? Non, non, j'ai jamais pensé au début. Jamais pensé au début. Même si après, très jeune, j'ai commencé à quand même à jouer à un haut niveau. Mais tu sais jamais, sport, c'est une chose. Oui, tu as tes rêves. Mais entre le rêve et la réalité, il y a un gros écart. Donc, Mais il y a bien eu un moment où tu as senti que ça allait basculer. Oui, c'était un peu plus tard. Mais si je parle tout au début, non. Tout au début, non. Je vais te raconter une anecdote, comment je suis devenu gardien but. Au début, j'étais un joueur du champ. On est parti jouer un match très important dans le championnat de petits. On a joué sur la largeur de terrain, donc tout au début. Et les 2 gardiens qu'on avait, ils n'ont pas pu venir. Je sais pas, ils avaient des problèmes à l'école ou ils étaient punis, je sais pas. Et on va jouer le match pour la première place et on n'a pas de gardien. Et l'entraîneur, il vient vers moi. Et puis moi, j'étais le joueur, mais j'étais pas titulaire. Donc l'entraîneur, il m'a demandé, Elia, qu'est-ce que tu en penses? En fait, tu n'as aucune obligation. Tu n'es pas gardien, mais on n'a pas de gardien. Est-ce que tu veux te mettre dans les buts et tout? En plus, tu étais titulaire, du coup. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, là, c'est vraiment une vraie finale. De toute façon, si je suis joueur, je jouerai peut-être pas ou pas beaucoup. Et là, on me propose de jouer. Je dis oui, bien sûr. Je vais y aller. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Je suis allé dans les buts et j'ai fait un match où on a gagné, je ne sais pas combien, mais j'étais même élu homme de match. Et à la fin, mon entraîneur qui m'a pris après comme ça, il me dit, Elia, tu vas plus jamais revenir sous le terrain. Tu vas rester dans le but. Donc, ça c'est en fait, après, moi, j'avais, je sais pas quoi, 12 ans, 10, je sais plus. Mais, en fait, là, après, j'ai vu encore beaucoup de fois dans la vie qu'il y a des choses dans la vie qu'on peut pas les prévoir. Elles arrivent. Même mon arrivée en France, c'est pareil. C'est arrivé quand je me suis attendu, moi. Et chaque fois que je veux quelque chose, ça passe jamais. Et chaque fois quand tu t'attends pas, il y a un truc qui arrive. Bien. Donc c'est pour ça, voilà, des fois il y a le destin, des fois voilà, il faut juste travailler, et puis je pense que les résultats vont venir. Bon, c'était une de mes questions. Du coup, on l'a déjà balayé. Donc tu es plus quelqu'un de travailleur, besogneux, plutôt que quelqu'un de talentueux à la base. Ah oui, forcément. Ah oui. Moi, en fait, je t'avais dit comment je suis devenu gardien. Après, il y a tout un travail. Tout un travail, c'est beau. Facile à dire comme ça, je suis allé dans le but. Et non, mais après, il fallait aller, il fallait percer, Et puis, une chose qui est aujourd'hui très, très importante, où je pense que j'avais encore une fois la force, c'est la force mentale. Juste pour te dire, moi, quand j'avais 13 ans, j'étais gardien numéro 3 de mon équipe. Donc, tu sais, quand tu es au handball numéro 3, tu joues jamais. C'est soit à plus 10, soit à moins 10. Ça veut dire rarement. Et puis, en fait, j'ai jamais lâché. À 13 ans, j'étais à numéro 3 au bout du banc. À 16 ans, j'étais seul qui intégrait l'équipe senior. Et à 17 ans, j'ai joué en équipe nationale. Donc, voilà, ça, c'est ce que j'essaie aujourd'hui de passer le message à mes enfants. Et puis même... C'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'en fait, je pense que ça peut se reporter dans tous les sports. C'est pas forcément celui qui brille au départ qui va réussir une carrière. Surtout pas. Là, et puis surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore plus difficile parce que la concurrence est encore plus rude. Donc, il faut être fort mentalement. Il faut jamais lâcher. Et je pense qu'on va arriver après. Moi, le sport, il m'a servi énormément dans ma vie après. Ça, quand je parle de force mentale, je ne sais pas si j'étais pas le sportif. Je ne sais pas si j'étais pas... Moi, je dis plein de fois, moi, je pense que si j'étais pas le joueur de haut niveau, aujourd'hui, j'aurais pas fait ce que je fais. J'aurais jamais ouvert une entreprise et puis chef d'entreprise si j'avais pas cette mentalité de sportif du haut niveau. Ça t'a forgé. Oui, ça m'a forgé, forcément. Forcément, quand t'es habitué d'aller se battre, d'aller chercher quelque chose, d'aller... Parce qu'en fait, le challenge, c'est tous les jours. Dans le sport, il n'y a pas... On a un événement qui va arriver. Non, c'est tous les jours. Moi, je me suis entraîné 2 fois par jour, le matin, le soir. Déjà, tu as un challenge contre ton coéquipier pour prendre la place des titulaires, pour ne pas être sous le banc. Puis après, tu as le challenge
pour battre l'adversaire. Bah, après, tu as un objectif, ça. Puis après, l'hygiène de vie, les blessures, comment gérer tout ça. Donc, tout ça, c'est un challenge, c'est un travail, puis une bataille en permanence, de tous les jours. Qu'après, moi, ça m'a tellement servi quand j'ai fait ma reconversion, quand je me suis lancé dans un nouveau projet, en fait, moi, je sais c'est quoi l'échec, je sais c'est quoi d'aller chercher quelque chose, mais je sais c'est quoi il faut être meilleur que le concurrent pour gagner. En fait, c'est ça vraiment, même si j'étais pas au niveau d'entrepreneuriat, je connaissais rien du tout, mais cette force-là que le sport m'a apporté, il m'a vraiment, vraiment servi dans la vie après. Et donc, Ilia, quand il a grandi, il était adolescent, donc il a fait des études. J'ai fait des études, j'ai fait déjà le bac, par exemple, le bac on l'a tous eu. On n'a même pas passé le bac parce que c'était la période de bombarding. L'école s'est arrêtée, on n'a pas pu faire ça. C'était de mois de mars au mois de juin 99. Et puis après, moi j'ai déjà touché, même avant, à 17 ans déjà j'ai joué en Ligue 1 en Serbie. Donc, équivalent ici à Lidl Star League en France. Donc, à 17 ans, j'ai joué devant 4000 spectateurs, par exemple. J'avais déjà un certain niveau handballistiquement parlant. Et puis, après ça, il fallait voir qu'est-ce qu'on va faire. Là, si on revient à ta question, là, oui, à ce moment-là, j'ai commencé à penser que ça sera mon boulot après. Donc, oui, après... Mais alors, du coup, il était sérieux dans ses études ou il était plutôt comment ? Il n'était pas très très sérieux là parce que c'est peut-être. Faut pas que tes enfants écoutent ça par contre. Oui. Non, mais ils le savent. Chaque fois que je leur dis, faites pas les mêmes erreurs que j'ai faites. Donc moi je pense que même si c'est difficile quand tu es déjà à 17 ans, 18 ans, tu arrives à un niveau et puis tu joues avec les seniors et puis tu as 2 séances par jour pour ces déplacements le week-end, c'est pas facile de suivre mais j'ai fait 1 an et demi d'école après mes études, après le bac. Et puis là, j'ai signé un contrat. Donc, j'ai bac plus 2. Si on met, c'est pas la même chose, mais si on passe à la française, donc en Serbie, j'ai bac plus 2. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui, mais j'avais la capacité pour aller, forcément, plus loin dans mes études. Mais des fois, dans la vie, il faut faire les choix. Et quand d'un côté, tu as ta passion et ce que tu rêves depuis tout petit, puis de l'autre côté, tu as d'aller faire des études comme tout le monde, le choix, il est vite fait. Même si aujourd'hui, peut-être, je n'aurais pas fait pareil, je ne sais pas, peut-être oui, je n'ai jamais pensé. Mais c'est pas super facile et puis c'est pas une vie super simple à vivre quand tu es joueur de haut niveau, donc joueur professionnel. Donc c'est pour ça il faut penser à tout. Et puis tout ce que j'ai bénéficié au début, j'ai un peu galéré entre guillemets vers la fin de ma carrière justement, ce qu'on va y revenir pour la reconversion parce que c'est bien beau d'être joueur professionnel, mais le jour où tu arrêtes, et qui? C'est une vraie bonne question. Alors, moi, je voudrais savoir quand même, mais à cette époque-là, est-ce que tu as un pied dans le bâtiment? Tu connais du monde qui est dans le bâtiment? Non, même si mon père, il était toute sa vie dans le bâtiment, j'ai commencé un peu à travailler un peu avec eux et tout ça, donc mais j'ai travaillé parce que j'avais besoin un peu d'argent. J'ai jamais travaillé pour apprendre ces métiers et puis continuer le boulot après eux. Dans ma tête, j'étais il faut que tu sois l'handballeur professionnel, il faut que tu ailles toucher le haut niveau et tout ça. Donc si tu me demandes, oui, j'en avais des touches avec le bâtiment. Mais jamais en pensant qu'un jour, je vais avoir un magasin de matériaux qui va vendre les matériaux dans le bâtiment. Donc, encore une fois, la vie, on peut pas tout prévoir. Des fois, les choses elles arrivent naturellement. Non, mais parce qu'il y aurait pu avoir un lien. Oui, c'est forcément. Très bien. Alors, on va arriver au moment où ta carrière démarre. Tu deviens professionnel de handball. Donc, ça y est, c'est parti. Alors, justement, comment on devient pro ?
Bah justement, avec le mérite. Tu deviens un pro parce que quelqu'un au-dessus, il pense que tu mérites d'avoir un contrat professionnel et puis d'intégrer l'équipe senior, équipe 1, et puis que tu sois payé pour ça et puis que ça soit ton boulot. Donc c'est un contact? Non, non, moi c'est dans mon club, pardon, dans ma ville. J'ai passé toutes ces générations petits, et puis à un moment donné, il y en a ceux qui vont plus haut, il y en a ceux qui vont pas, comme partout. Donc moi, j'ai intégré l'équipe senior très très rapidement. Ils ont vu quelque chose en moi, et puis j'avais aussi de la chance, hein, parce que dans la vie, il faut avoir de la chance. Il faut bien dire ça, parce que moi, j'en avais un entraîneur qui a vraiment cru en moi, qui m'a poussé, qui a vu quelque chose en moi, et puis surtout dans les périodes où j'étais pas en jeune, j'étais pas quelqu'un qui a été titulaire, qui a été élu meilleur gardien de je sais pas quoi. Non, 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 mais lui, il est venu, et puis à un moment donné, il y avait un ancien gardien très expérimenté qui est venu travailler en spécifique avec nous, et lui, quand il a vu le travail, il a dit ça, j'ai su après, hein. Il a dit à l'entraîneur, il a dit, on était 4, je crois, il dit sous les 4, là, je pense qu'il y a un potentiel. Il y a le plus gros potentiel, c'est lui. Et puis les gens, ils ont regardé bizarrement. Lui, en fait, c'est bizarre. En fait, il est numéro 3 et tout. Donc voilà, il faut. Puis j'ai prouvé après qu'il avait raison. Donc oui, j'ai fait ma carrière. J'ai commencé dans ma ville là-bas, dans mon club de cœur. J'ai joué même en Star League, en Ligue 1, très très jeune. Alors, tu as fait quel club? Et ça, le club s'appelle Chamot, à Aranjuez, dans ma ville natale. Après, j'ai joué encore dans 2-3 clubs en Serbie, et puis j'ai fini à l'Étoile Rouge de Belgrade. Et ça les gens, ils connaissent. Donc, après l'Étoile Rouge de Belgrade, en 2005, je suis arrivé en France. Donc, voilà, aussi pour jouer en handball, j'en avais un contrat pro. Et puis, je suis venu en France j'avais un contrat d'1 an. Donc, je suis venu en France pour jouer 1 an en handball, gagner un peu d'argent et puis retourner chez moi. Dans quel club? Le club s'appelle Gonfreville-Lorcher, c'est banlieue du Havre, en Normandie. Et c'est là où j'ai atterri en France. Donc, tu vois, Pascal, aujourd'hui, si je reviens, je suis venu en France pour jouer 1 an, et puis voilà, je connaissais 10 mots français, bonjour, merci, au revoir. Et puis là, 20 ans après, je suis encore là, j'ai une entreprise, j'ai ma vie ici, une famille, donc voilà, c'est encore une fois la vie, des fois nous réserve certaines choses qu'on s'attend pas en fait. Donc finalement, l'année a été bonne? Oui, bah après... Et comment ça s'est passé? Alors, il y a d'autres clubs qui sont venus te chercher? Bah oui, bah regarde, j'essaie toujours de tirer le parallèle entre le sport et la vie de tous les jours. Dans le sport, c'est comme dans la vie. Il faut être bon. Il faut emmener du qualité si tu veux résister. C'est toi aussi dans ton boulot, dans ton business. Tu le vois, tu sais bien. Si t'es pas bon, il y a d'autres qui vont être meilleurs que toi et ils vont prendre ta place. Ils vont prendre tes clients, ils vont prendre tes choses. Et ben là, c'est pareil dans le sport. Si t'es pas bon, il y a un autre qui va prendre ta place. Mais rapidement, hein. Il y a pas. Donc le sport, il te force d'être toujours bon. Ce que j'essaie aujourd'hui, ce que je dis à mes enfants, en fait, dans le sport, ce qu'il faut retenir, c'est hier, il n'existe pas. Il n'existe pas dans le sport de haut niveau. Hier, ça n'existe. Le match, il est terminé. Tu peux bien beau être meilleur, tu peux l'effacer. Hein. Il y a le 12e qui arrive, donc il faut être bon. Il y a que comme ça qu'on peut durer dans le sport. Donc voilà, je suis arrivé là-bas en 2005. J'ai signé 1 an. Puis après, ils m'ont prolongé tout de suite 1 an. Ils ont voulu me garder encore plus, mais moi, j'attendais un peu voir ce qui va se passer parce que j'ai entendu qu'il y a déjà des clubs, d'autres clubs, parce que c'était niveau national, donc 3e division en France. Après ça, j'ai eu un contact pour Besançon, entre autres, bien évidemment, 2007. J'ai signé à Besançon 2007 jusqu'au 2009 ici. 2009, je suis parti à Angers. J'ai resté 5 ans à Angers là-bas, j'étais capitaine d'équipe là-bas, c'est pareil, une magnifique ville. Puis je suis content aujourd'hui parce que la France, je l'ai visitée, je pense qu'il n'y a pas un coin où je ne suis pas allé, que ce soit pour le match, pour une compétition ou comme ça.
Donc voilà, j'ai habité 5 ans à Angers. Et puis en 2014, j'étais déjà vers la fin de ma carrière. Quand il fallait signer mon dernier contrat, bah là, j'ai déjà commencé à réfléchir. Je disais à ma femme, dis, on y va quelque part, on va rester. Donc là, c'est sûr, c'est mon dernier contrat. Là, j'ai déjà 34 ans et j'ai signé 3 ans. Donc j'en avais, à cette époque-là, j'avais un très très bon niveau. J'étais dans les 4-5 ans d'affilée, j'étais dans les 3 meilleurs gardiens du championnat de Ligue 2. Et puis j'en avais plusieurs propositions. Et j'ai choisi Besançon, qui était peut-être dans tous les clubs qui m'ont voulu, niveau plus bas, ils jouaient le maintien en deuxième division. Mais moi, je voulais en fait aller quelque part pour m'installer. Et comme j'aimais Besançon, comme la ville et puis la région, quelqu'un va dire t'es fou, mais bon, c'est comme ça. Je suis un peu particulier. Mais là, j'ai vraiment aimé. Je me sentais bien ici, à Besançon. Donc, je connaissais déjà du monde. Et je me suis dit, peut-être même pour ma reconversion demain, comme je connais déjà un peu de monde, bah, peut-être ça va être plus simple. C'est ce que j'allais dire, en fait. Tu étais déjà, en fait, finalement, dans cette fin et cette reconversion. Après, on dit aussi du GBDH, en tout cas du club de Besançon, que c'est un club qui est quand même très, très accueillant. Oui. Bah après, c'était avant, là, le club d'aujourd'hui, puis c'est ce qui est bien, hein. Et le club, il a encore monté, voilà, d'un cran. C'est encore structuré, professionnalisé et tout ça. Comme moi, j'ai joué ici, il n'était pas à ces niveaux-là, mais il y avait toujours de ce côté familial, en fait, comme tu disais. Et puis, même les dirigeants, les bénévoles, c'était quasiment tous des amis. Donc, j'aime bien être quelque part où je me sens bien. C'est très important. Très bien. Alors, quels sont les plus bons moments de ta carrière? S'il y en avait même un, peut-être, de bons moments, celui que tu as retenu. Je pense que celui-là qui m'a plus marqué, c'était la montée en Ligue 1 quand j'étais en Serbie. C'était de 97 à 98. J'en avais 17 ans. Et j'étais tout au début de saison, le gardien qui était titulaire, il s'est blessé. Et moi, j'avais Enfin, je ne m'y attendais pas, mais d'un coup, je suis devenu titulaire dans une équipe qui joue la montée. Et puis, c'est pas facile. Donc, je suis sorti de la saison où, là, à ce moment-là, j'ai intégré l'équipe nationale et tout ça. Donc, j'ai fait ma meilleure saison peut-être. Et puis, c'est pas facile à quelqu'un qui a 17 ans d'intégrer les seniors et puis d'être titulaire et puis d'être... Puis là, on a réussi la montée avec beaucoup de force. Je me souviens de tous ces matchs-là, la salle était pleine à craquer et tout ça. Et puis, quand tu joues chez toi, et puis la ville est vive pour ce sport-là, bah moi, si je te dis que j'étais roi de la ville pendant 3 mois après le dernier match, ouais, je ne pourrais pas me payer un coup à boire pendant 3 mois. Donc, tu étais vraiment le roi dans ta ville. Et ça, c'est vraiment des moments qui te restent vraiment gravés. Hein. Ok. Et s'il y a un moment qui a été difficile, ça serait lequel? Plus difficile, même si c'est pas lié, enfin, réellement avec handball, mais oui, c'est aussi quand ma mère a décédé et j'étais toujours en ligne, je savais qu'elle se rapproche à la fin et j'avais un match hyper important à jouer. Et puis, je savais pas, est-ce que je pars, Et puis même on m'a dit, tu sais, elle aurait vraiment aimé que tu joues ce match-là. Donc, j'ai joué ce match-là. À la fin du match, à 23h, j'ai démarré ma voiture, je suis parti 2300 km. Je suis arrivé là-bas et puis elle m'attendait et puis elle est décédée quelques heures après. Puis deuxième chose, c'est peut-être... c'est plus difficile, mais c'est peut-être aussi plus beau. C'est le dernier match de ma carrière, en fait. On a fait, là, vous parlez des sports, c'était vraiment quelque chose où là, je pense que je me suis rendu compte que... Ça se terminait. Ça se terminait, et puis en fait, j'ai laissé certaines traces derrière moi, donc les gens, ils m'ont respecté. Quand j'ai vu 2500 personnes debout qui applaudissaient pendant là, c'est peut-être le plus grand trophée que j'ai eu dans ma carrière. Voilà. Et l'argent, alors? Alors, est-ce que l'argent, en fait, pousse à avoir des comportements qui peuvent être discutables?
Bah, je pense que oui. Malheureusement, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, hein, parce que sport, c'est plus le sport comme avant. Ça, je suis malheureux à dire ça. Moi, je regarde aujourd'hui, notamment dans le football. Football, c'est plus un sport, c'est un business, comme un autre. Donc, les joueurs, c'est la marchandise. Foot, c'est un business. Donc, en fait, un joueur, c'est pas. En fait, il n'y a plus de côté humain. C'est juste celui-là, il peut apporter tant. Celui-là, il peut apporter tant. Et on les juge comme ça. Et moi, c'est pas le sport que j'aime. C'est pas les choses. Moi, le sport, ça doit emmener un autre côté. Le sport, enfin, l'argent, ça doit être une chose qui va avec, mais qui n'est pas prioritaire. Mais là, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, l'argent, il prend le pouvoir dessus. Et puis, on voit dans tous les sports, tout tourne autour. Et puis, enfin, pour moi, le sport, il commence à perdre ses vraies valeurs, en fait, pourtant. Alors, on arrive à la reconversion. En tout cas, tu vas nous expliquer comment tu as fait, donc la transition vers ton côté professionnel d'aujourd'hui. Alors, il faut savoir quand même que 80% des athlètes souhaitent créer leur propre entreprise à la fin. Mais que la majorité ne réussissent pas et déclarent qu'ils n'ont pas été suffisamment accompagnés dans leur reconversion professionnelle. En plus, de 70% des sportifs professionnels rapportent avoir vécu un épisode quand même de dépression après la fin de leur carrière sportive. Est-ce que toi, ces chiffres, ils te parlent? Oui, et puis je suis pas choqué, je suis pas étonné parce que là aujourd'hui, avec un peu de recul, j'ai vécu pendant longtemps du côté sportif. Et là, ça fait quoi, 6 ans que je suis entrepreneur, je suis gérant d'une entreprise. Maintenant, je peux tirer un peu les parallèles. Forcément, quand tu es joueur du haut niveau, tu n'as qu'une chose à penser, c'est penser à comment tu vas jouer, comment tu vas t'entraîner. En fait, tu vas en déplacement. Un joueur, il ne sait même pas quel moyen de transport, là-bas, logistique, l'hôtel, les repas, en fait, il s'en occupe de rien du tout. Même d'un joueur professionnel, il n'a qu'à emmener ses baskets et puis c'est tout. En fait, tout est déjà préparé. On s'occupe de tout. On s'occupe de tout. Moi, je me souviens, je suis arrivé en France, je reçois les papiers, je n'ouvrais même pas les courriers. J'emmène chez le secrétaire au club, je pose sur son bureau et puis il s'occupait de tout. En fait, tu n'es pas prêt. C'est bon, tous ces joueurs-là, c'est bien, on leur fait tout pour qu'ils soient prêts quand ils sortent sur le terrain, parce qu'ils sont là pour jouer sur le terrain, mais ils ne sont pas prêts pour la vie d'après. Donc, forcément, ils retrouvent beaucoup de difficultés. Surtout parce que quand tu es joueur, tu es en lumière, tout le monde te connaît, tout le monde Mais une fois que c'est terminé, je répète, t'es qui? Moi, la chose qui est peut-être choquant, que moi, j'ai duré vraiment longtemps. J'ai arrêté ma carrière à 38 ans. Bon, le gardien, il peut jouer plus longtemps. Et moi, quand je disais, à 38 ans, je suis débutant. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est... Maintenant, quand tu reviens en arrière, bah, peut-être aujourd'hui, si je n'aurais pas fait ma carrière, peut-être au jour d'aujourd'hui, au lieu de 6 ans, j'aurais 26 ans d'entrepreneuriat. Peut-être au lieu d'un Estmat, j'aurais 4-5 magasins Estmat, 20 salariés ou je ne sais pas quoi, et puis voilà, un vrai chef d'entreprise. Mais bon, j'aurais peut-être fait pareil, parce que et le sport, c'est ma passion. Mais est-ce que tu gagnes réellement en faisant du sport du haut niveau? Donc, c'est ça des questions qu'on se pose. Et moi, ça, j'ai toujours dit, c'est rigolo. Moi, j'ai ouvert mon entreprise, je ne savais même pas c'est quoi la TVA. Donc, tu vois, tu te lances dans un truc, et si tu n'es pas prêt mentalement à prendre des échecs, des coups, des difficultés et tout ça, bah forcément. Et puis, il y en a beaucoup de joueurs qui sont pas prêts. Hein. Ils étaient dans leur confort, dans leur petit confort, et là, ce confort, il n'existe plus. Maintenant, c'est toi, il faut se battre. Donc, à un moment donné, c'est que tu dis avec beaucoup qui finissent en dépression, ça ne m'étonne pas du tout. Hein. C'est pas facile. Même moi, si je te dis que c'était facile, non, là, cette première période-là,
Même si même si j'ai préparé, je crois que mes 2 dernières saisons, j'ai déjà préparé ma reconversion. Je savais un peu ce que je veux faire et tout ça. Mais au début, il n'était pas facile. Hein. Bah, t'es reparti sur une deuxième vie finalement. Ah oui, complètement. Complètement. Et puis, bon, moi, j'avais ce projet. Moi, je me suis dit, à 38 ans, si je vais chercher un boulot quelque part, si je vais en entretien pour d'embauche, on va me demander qu'est-ce que tu sais faire. Bah, je sais jouer au handball. Je n'ai pas besoin ça. Je n'ai pas besoin d'un gardien de but. Hein. Mais de l'autre côté, et là, je suis avec recul, je suis sûr aussi que les chefs d'entreprise, ils aiment les profils des sportifs. Bien sûr. Parce qu'ils savent c'est quoi un travail dans un collectif, ils savent c'est quoi la gestion d'échecs, de rencontrer des difficultés, tout ça. Donc ces profils, ils sont toujours intéressants. Mais quand on n'a pas de vécu, quand on n'a aucune expérience à 38 ans, c'est pas facile. Donc je me suis dit, bah, vaut mieux que je commence une chose pour moi, et puis qui est débutant, mais à mon compte, que des débutants à... Et puis voilà, si tu veux, moi, le hand, il m'a aidé aussi là-dessus parce que mon associé aujourd'hui, dans l'entreprise, bah, j'ai le connu aussi, il était partenaire de club à cette époque-là. Donc, on s'est connus à la soirée après le match, on a discuté, on se connaissait un peu en dehors de handball. Et puis un jour, je lui demandais justement qu'est-ce qu'il en pense de ça. Puis, en fait, il m'avait dit, dans ton projet, c'est quoi la problématique d'aujourd'hui? Bah, je dis, écoute, le projet, je sais pas si... Mais moi, tout seul, j'en peux pas. Je dis, écoute, passe me voir, et puis on va discuter. Puis, je suis allé voir Sébastien Morel, mon associé, puis c'est aujourd'hui beaucoup plus qu'un associé, c'est un ami. On en a discuté, même il y a quelques jours, je lui dis encore une fois, mais je me demande encore, mais t'es fou, hein? Qu'est-ce que t'as fait que tu acceptes de rentrer dans un projet comme ça avec un joueur d'handball qui te parle d'un projet d'importation des produits dans le bâtiment, qui connaît rien dans le monde entrepreneurial. Tiens, justement, qu'est-ce qui t'a poussé vers le bâtiment? Bah en fait, moi, au début, pour te dire ça, c'est parce que moi, dans ma tête, aujourd'hui, je suis SRB français, j'ai double nationalité, je parle 2 langues, et puis je commence à avoir 2 réseaux. J'ai déjà mon réseau en Serbie et j'ai mon réseau en France. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un lien entre la Serbie et puis la France, justement pour pouvoir importer des produits en France ou alors de France là-bas. Et comme dans ma ville là-bas où je connais beaucoup de monde, il y en a des entreprises qui sont vraiment niveau européen, mondial. Et je connaissais les patrons d'entreprise, donc je leur présentais le projet, puis ils m'ont dit, comme ils me connaissaient humainement, ils m'ont dit, vas-y, il est à feu, on va t'aider, il n'y a pas de problème. Donc, tout au début, Estmat, il était lié juste pour importation des produits de... Bon, peut-être on va y arriver, on va y revenir après. Ouais. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai commencé par la petite porte des importations. Aujourd'hui, on en fait, j'ai beaucoup plus de fournisseurs en France qu'en Serbie. Donc, il fallait commencer par quelque part. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et encore une fois, au-delà des choses que moi, je connaissais rien dans l'entrepreneuriat, mais il fallait mettre sur le marché une marque ou plusieurs marques, des produits que personne connaît, qui n'existaient pas. Donc, tu crées un magasin que personne connaît, tu vas vendre des produits que personne connaît. Je suis vraiment parti dans une belle aventure, en fait. Donc, c'est pour ça, ma question à mon associé puis mon ami aujourd'hui, c'était, mais t'es fou, pourquoi t'as accepté? Donc, il m'a dit, je sais pas, mais il y avait quelque chose en toi, et puis je me suis dit, ça peut y aller. Il a trouvé du potentiel. Mais décidément, il y a plein de gens qui ont trouvé du potentiel chez toi. Bah oui, apparemment, mais en fait, même moi, si j'étais en face de moi, je suis pas sûr que j'aurais accepté m'accompagner. Mais voilà, moi j'étais, mais je suis quelqu'un qui justement, je pense, c'est lié aussi au sport, que quand t'es sportif, t'es habitué à des challenges, t'es habitué à les épreuves difficiles. Donc je dis, bah vas-y, j'y vais, je fonce. Est-ce que tu penses que les sportifs sont assez accompagnés aujourd'hui dans leur reconversion? Non. Je pense que c'est jamais assez.
Je pensais jamais assez parce que c'est quelque chose qui est très important. Moi, je pense que même dans les villes comme Besançon, ici, où il y en a quand même beaucoup d'équipes, beaucoup de clubs sportifs, il faut aussi que, j'en avais déjà parlé un peu avec les gens de la ville de Besançon, il faut organiser les choses, il faut intervenir dans les clubs, il faut faire quelque chose. Moi, j'avais de la chance d'être accompagné par des personnes qui ont créé une entreprise justement pour accompagnement de sportifs du haut niveau, parce qu'en fait, il faut aider à ces gens-là. En fait, ils ont fait un métier, et puis comme n'importe qui veut se reconvertir, je sais pas, je veux plus faire ça, je me retrouve plus, ou je peux plus par je sais pas, physiquement, je veux faire autre chose, il faut l'accompagner. Bah là, c'est pareil, les sportifs, il faut les accompagner. Un sportif de haut niveau qui s'entraîne 2 fois par jour, il peut pas travailler, il peut pas beaucoup faire. Donc, d'abord, il faut que ça vienne de joueurs, d'abord. Mais il faut qu'aussi ils soient poussés, parce que malheureusement aujourd'hui, les sportifs, s'ils ne sont pas poussés un peu dans le dos, ils ne vont pas y aller. C'est ça le problème. D'accord. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui je dirais, pas loin de son démarrage, mais parce que je pense qu'il faut quand même qu'il soit averti assez rapidement quand il démarre sa carrière. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, justement, pour cette reconversion ? Bah, déjà, premier conseil que je veux lui dire, que le sport, c'est quelque chose, ça peut être plus belle chose de ta vie, mais ça peut être aussi les choses plus difficiles, et puis ça peut te coûter beaucoup dans ta vie. Donc en fait, et ça peut changer rapidement. De passer de là à là, ça va très vite dans le sport. Donc en fait, pour être prêt, si jamais ça arrive, il faut toujours avoir un plan B. Il faut toujours avoir quelque chose derrière qui, au cas où, parce que, vous savez, le sport, demain, il peut arriver une blessure sur l'inter. Tu peux bien beau être dans la lumière d'avoir le contrat, de revenir, et puis petit à petit, bah, on t'oublie. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui a pris ta place, et puis c'est parti. Donc, ouais, t'étais bon, oui, mais maintenant, tu fais quoi? Donc, il faut toujours avoir un plan B. Et plan B, c'est la reconversion. Un jeune, il faut absolument qu'il fasse ses études. Absolument. Il faut qu'il a quelque chose. Il faut qu'il finisse quelque chose. Enfin, ses études ou quelque chose qu'il va faire après, au cas où. Et puis, ça l'empêche pas de faire du sport. Bien au contraire, ça va l'aider. Et mine de rien, tu as quand même du temps libre quand tu es sportif du haut niveau. Donc, tu as le temps de faire tes études, tu as le temps de faire ta formation, ou peu importe, mais au moins faire quelque chose que si jamais il y a des choses qui arrivent, que tu sois prêt. Bon, on arrive à Esmat. Alors, première question, le nom du magasin. Pourquoi Esmat ? Esmat, c'est qu'en fait, quand on a pensé à faire le nom de l'entreprise, bah, il fallait faire quelque chose qui va rester facilement, que les gens ils se souviendront. Et aussi, Est, parce qu'on est de l'Est de France. Et au début, on était quasiment uniquement importateur, la marchandise venait de l'Est de l'Europe. Donc, on a fait un peu l'Est-Mat. Et aussi, dans ma tête, je me suis dit, je vais mettre un mot mat. Parce qu'en fait, je ne sais pas ce que je vais faire. En fait, quand tu es mat, tu peux vendre plusieurs choses. Au début, on s'est basé sous la peinture et des choses comme ça. Là, aujourd'hui, on a développé notre entreprise et on a bien fait de l'appeler mat parce qu'aujourd'hui, on fait quasiment tous les produits qui sont finitions dans le bâtiment. Donc, d'où ça vient Est et mat. D'accord. Tu es dans un secteur quand même concurrentiel. Est-ce que ça a été difficile de te faire une place dans ce monde? Oui, c'est très difficile. Par contre, aujourd'hui, qui n'est pas concurrentiel? Il n'y a pas un métier où tu n'as pas de concurrence. Donc, oui, je pense qu'on est 8 magasins qui vendent des produits comme ça, de peinture, des choses comme ça, de finition, revêtement mural et sol. Pour les professionnels, je parle. Mais il y en a à peu près 1000 entreprises
ou avec micro-entreprises à Besançon et alentour, des peintres, des façadiers, des choses. Donc, si on regarde, oui, mais il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut toujours apporter la qualité, un service, ce qui nous, on essaye de faire. Ça, c'est notre marque première, c'est vraiment d'apporter un service à nos clients et puis d'être présent, d'être réactif. Et puis c'est pour ça, et puis moi je suis persuadé que quand on travaille bien, le boulot il y aura pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Alors quels ont été tes premiers obstacles quand tu as ouvert? Bah, c'était plus difficile, comme je disais tout à l'heure, de se faire connaître. Ça, c'est des choses qui, au-delà de mon problème perso, que moi je devais faire un métier que je connaissais pas du tout, où je me suis formé en faisant ça au début. Donc on crée une autre. En fait, on n'a pas repris une autre, on a créé. Donc c'est encore plus difficile, quelque chose qu'on ne connaît pas. Après, on a placé des produits que personne ne connaissait. Et déjà là, tu en as plein d'obstacles. De convaincre parce que nous, notre clientèle, tout au début, c'était, 85-90%, c'est des professionnels. Et 10%, c'était particulier. Donc, convaincre un professionnel de venir chez toi et puis essayer tes produits. Déjà, essayer tes produits. Donc ça, c'était un boulot vraiment immense. Hein. Il fallait le faire. Et bon, aujourd'hui, Estmat, il a quand même un petit nom ici à Besançon. Bon, on est toujours petit, mais on est toujours là. Et puis les autres, les preuves, c'est, on a commencé en 2019. On a ouvert début d'année 2019. Déjà en 2020, on avait Covid. Après, on avait la crise d'inflation. On a maintenant là maintenant le problématique dans le bâtiment en général. Donc, nous, on n'a jamais eu un temps, on dirait, normal. Quand les gens me disent, à l'époque, un temps normal, ça, nous, on n'a pas eu ça encore, malheureusement. Donc, j'espère que voilà, ça va se mettre à l'ordre et puis qu'Estmat, il pourra encore plus se développer dans le temps à venir, oui. Tu t'es parfois demandé si tu allais y arriver? Tu as eu des doutes? Oui, plein de fois tout au début. Plein de fois, je me suis demandé parce que, en fait, déjà, c'est inconnu. Et puis aussi, bien sûr, on avait beaucoup plus de difficultés au début que des choses simples. Donc, c'était vraiment une guerre tous les jours, hein, d'aller chercher des clients, puis tout au début, quand on a ouvert, je me souviens, il y a des journées, on a 1 ou 2 personnes qui passent la porte toute la journée. Donc, bien forcément, tu te poses des questions. Mais le fait de ne rien lâcher, d'aller se battre, là aujourd'hui, et puis même aujourd'hui, on rencontre beaucoup de difficultés aujourd'hui dans le bâtiment. Mais nous, on a toujours, on essaye d'envisager ça, d'anticiper. Et là, par exemple, dernièrement, on a rajouté des produits qu'on n'a pas fait avant, justement pour essayer de rattraper la crise qu'il y a. Voilà. Donc, c'est un travail de tous les jours. On écoute le marché, on regarde ce qui se passe, on essaye de trouver des produits qui vont y aller, qui vont rattraper ceux qui vont moins. Et puis là, aujourd'hui, on est une entreprise qui vit bien, on peut dire, même malgré toutes ces circonstances, parce que là, dernièrement, aujourd'hui, Estmat, il peut répondre quasiment à tous les travaux de finition dans le bâtiment. Donc, tout ce qui est après le placo, on peut répondre quasiment à toutes ces choses-là. Donc, tout au début, on n'avait pas. Là, aujourd'hui, petit à petit, malgré toutes ces problématiques, on essaie vraiment à se développer. Et qu'est-ce qui te distingue finalement, qu'est-ce qui distingue Estmat d'un négoce classique? C'est quoi qui fait la différence? Pourquoi on vient chez toi? Premièrement, pour moi, la première différence, c'est que nous, on est complètement indépendants. Donc, nous, on n'appartient à aucun groupe. Vous savez, quand vous travaillez avec, c'est pas avec un négoce qui appartient à un groupe, tu peux aller voir et puis il y a toujours quelqu'un plus haut qui décide. Donc, avec nous, c'est simple, nous on est une entreprise familiale, on est seul patron, on n'a pas des patrons au-dessus de nous, donc ce qu'on met d'accord, c'est comme ça. Quand on négocie quelque chose, c'est comme ça, donc il n'y a pas de changement après. Ça, c'est de 1. De 2, c'est sûrement ce que je disais tout à l'heure, le service et puis la réactivité. Ça, c'est quelque chose que pour moi qui fait la différence aujourd'hui. Est-ce que tu existes sur le marché? Moi, ça m'arrivait plein de fois de venir ouvrir magasin samedi après-midi
pour dépanner un client parce que voilà, il doit finir une façade et puis voilà, il lui manque 3-4 seaux ou quelques sacs. Donc ça m'arrive même dimanche matin, les clients qui sont sous le chantier puis ils se rendent compte qu'il leur manque un peu. Ben moi je démarre la voiture, la camionnette et je l'emmène sous le chantier qu'ils puissent finir. En fait, vraiment de rendre un service. Et moi j'essaie toujours, et ça c'est le but de l'entreprise. Mes collègues, mes collaborateurs, ils le savent aussi. On essaie toujours de garder un lien avec nos clients. Que le client, il a toujours envie à revenir chez nous. C'est pas, nous, on est, en fait, chacun, on veut que quelqu'un, quand il vient, quand il passe la porte chez Esmat, qu'il se sent bien et qu'il sait que là, il va être servi. Après, on peut faire ou ne pas faire le travail ensemble. C'est qu'en fait, on va tout faire pour l'aider, pour le conseiller, pour l'accompagner. Des fois, je fais des choses qui ne sont pas forcément commerciales. Moi, je disais, commercialement parlant, j'aurais dire, bah, prends ça. Mais je pense, pour toi, c'est mieux de faire comme ça parce que ça va te coûter moins cher. Et puis ça, là, aujourd'hui. Puis les gens, ils apprécient ça énormément. Ils m'ont dit, bah, il y a personne d'autre qui aurait nous dit ça. C'est, en fait, tout le monde, allez, prends ça. Et puis, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, quand je travaille, même aujourd'hui, dans l'ESMAT, j'ai envie que, puis c'est souvent le cas, que les clients viennent rarement, jamais une fois. S'ils viennent une fois, ils viennent toujours après. Et nous, aujourd'hui, nos plus gros satisfactions et puis plus gros commerciaux, c'est nos clients, en fait. C'est qu'ils nous envoient des autres clients. Finalement, c'est comme toi, c'est généreux et c'est humain. Oui, bah c'est Esmat, j'ai envie de dire, c'est mon troisième enfant en fait. Tu l'as créé, tu l'as fait grandir et forcément l'entreprise elle te ressemble un peu. Donc voilà, moi si je suis comme ça, je peux pas travailler autrement. Donc vraiment même dans le business, j'essaie d'être honnête, d'être vraiment généreux et puis que encore une fois que on peut travailler ensemble, on peut pas travailler ensemble, ça c'est pas grave, mais si on se croise dans la rue, il faut qu'on discute et puis qu'on se serre la main. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un ancien sportif, finalement, dans une crise comme celle-ci, peut affronter plus facilement cette crise ? Bah, je pense que si, hein, même si c'est pas facile, hein, c'est pas facile pour n'importe qui, mais oui, parce que des périodes comme ça, j'en avais vécu. Et puis en fait, le sport, il m'a appris d'aller et puis de la confronter, en fait. Parce que si on se referme, si on reste enfermé et puis on dit, c'est de la crise, c'est catastrophe et tout, on va jamais y arriver. Donc, il faut aller se battre, il faut aller chercher d'autres solutions, d'autres clients, il faut aller voir les gens, il faut être présent toujours. Donc, voilà, sinon, si on reste dans le dire ou pas, c'est dur, c'est difficile, on n'arrivera jamais. Donc, je dis encore une fois, Esmat, pour l'instant, c'est pas la meilleure période, on est bien d'accord. Mais grâce à cette force et puis grâce à notre innovation, on réussit encore de passer cette période, même si elle est vraiment difficile. En tout cas, on vous mettra l'adresse mail, l'adresse de Esmat pour tous ceux qui seraient intéressés, parce que, je le redis, ça s'adresse aux professionnels, mais ça s'adresse également aux particuliers. Donc, si vous avez besoin de matériaux, ça sera le moment d'aller voir Ilia et Esmat. Alors, on arrive à la fin de cette interview. Mais j'ai, moi, des grandes oreilles, tu sais, je cherche un petit peu et j'ai entendu dire que tu allais bientôt, il y a une actu, que tu allais bientôt revenir dans le handball. Ah, oui. Alors, je peux aller chercher loin. Hein. Ah, oui. oui. À partir de l'année prochaine, je vais revenir un peu au club, aider mon club de cœur. Là, on m'a demandé pour l'année prochaine, je vais intégrer un peu le staff pour entraîner les gardiens du GBDH sur les séances spécifiques. Le club, il a vraiment voulu que ça soit moi. Et puis, moi, j'ai envie de donner même à ce club qui m'a donné quand j'étais joueur. Donc, puis j'ai aussi cette envie de partage. Donc, puis ça va me faire du bien aussi un peu revenir dans mon sport. Donc, voilà, même si tu sais bien, le temps, on n'en a pas énormément. Mais bon, quitte à faire, on peut toujours trouver un petit moment pour ça. En tout cas, avec la vision que tu as, je pense que les gardiens que tu vas entraîner seront bons.
en tout cas, c'est sûr. Ah, j'espère, on verra. Bon, avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu fasses une chose, c'est que tu t'adresses à la caméra, que tu t'adresses finalement à un auditoire qui écoute et surtout aux sportifs, en leur donnant un dernier conseil sur peut-être la reconversion. Si on peut s'adresser directement à la caméra qui est ici. Bah, j'ai envie juste dire à tous ces joueurs, jeunes joueurs notamment, que je leur souhaite à tout mon cœur qu'ils réussissent dans leur passion, c'est d'être joueurs professionnels. Par contre, il y a beaucoup de pièges dans ce métier-là et puis soyez toujours prêts. Il faut toujours préparer un plan B. Préparez-vous à la reconversion. Préparez-vous à la vie d'après parce qu'une carrière, elle peut s'arrêter rapidement, elle peut être longtemps, mais on ne peut pas faire ça toute notre vie. Donc, préparez toujours une vie d'après. Peut-être qu'au moins, en tant qu'entrepreneur, peut-être aller travailler quelque part, mais au moins, il faut se préparer parce que ce passage-là, il va être beaucoup plus facile après. On finira sur ces mots. Un grand merci à toi d'être venu et d'avoir répondu à mon invitation. Et pour nous, eh bien, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode et on compte sur vous pour liker, commenter, partager pour que ce média puisse toujours vivre et qu'on puisse vous proposer d'autres histoires incroyables. Allez, ciao, à bientôt.